Mais on peut donner le là. Alors, je ne sais pas si vous pas très bien. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Donc nous, c'est le réseau Ecobiz. Nelly Castéjon, que vous voyez à l'écran, donc ma collègue. Moi, je suis Isabelle Bergerat. Et donc je m'occupe du club performance industrielle, mais là c'est au titre de tous les clubs en fait que nous avons le plaisir d'accueillir un cycle sur l'intelligence artificielle avec notre partenaire Néovision. Ils prendront le temps de se présenter. Et là nous en sommes à la troisième rencontre. Il y a une première rencontre sur vulgarisation extrême de l'intelligence artificielle. Poser un peu les concepts et voilà ce que ça peut nous amener dans nos vies. Ensuite, il y a eu un webinaire dédié au secteur de la montagne, tout ce que l'IA pouvait apporter comme développement. Et puis, il y aura le 1er juin, le troisième webinaire, sur l'environnement et l'énergie. Voilà. Et on a dans le projet d'en faire un également sur l'industrie. Donc maintenant, plus thématique. Voilà. Merci à tous d'être là. On accueille des nouveaux qui ne connaissent pas Ecobiz, donc on est bien sûr à vos dispositions pour vous en parler ultérieurement. Et puis bienvenue encore une fois à nos adhérents et partenaires. Lucas, Mathieu, je ne sais pas à qui je laisse la parole, en tout cas à Néovision. À vous. Ah mais juste peut-être rappeler, excusez-moi, on vous demande de fermer les micros pour les interférences et puis aussi peut-être de fermer vos vidéos, comme ça on est sûr que les supports de Lucas vont bien passer. Et puis, comme le disait Mathieu, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat qui est sur votre droite. Et à la fin de chaque partie, c'est ça Lucas, tu répondras aux questions posées. C'est ça exactement, donc merci beaucoup, merci à tous. J'ai la chance aujourd'hui d'être de ne pas être tout seul. Je suis avec Mathieu, donc notre directeur marketing qui m'a aidé à préparer cette conférence, et également avec Damien Rameau. Si tu peux afficher ta caméra 2 secondes, Damien, comme ça les gens voient à quoi tu ressembles. Qui est Damien, donc qui est client Néovision et qui témoignera en fin de ma présentation un peu pour donner du concret à mon discours. Et expliquera un peu son activité de transporteur et en quoi l'intelligence artificielle lui a permis d'innover dans son domaine et dans son métier. Voilà, merci Damien d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue à tous à cette conférence. Donc je vais partager mon écran. N'hésitez pas, comme l'a dit Isabelle, à poser vos questions sur le chat. J'y répondrai progressivement entre chaque phase de ma présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une entreprise optimisée et humanisée grâce à l'intelligence artificielle. C'est de bien grands mots, mais ce sont des choses qui sont qu'on voit en fait quotidiennement quand on discute avec des chefs d'entreprise ou avec des porteurs de projets en intelligence artificielle. C'est un peu le combat, on va dire, quotidien ou parfois un peu imaginaire entre l'homme et la machine, entre l'homme et les outils qu'il va pouvoir utiliser et dont l'intelligence artificielle fait partie. Donc il y a pas mal de choses que je vais essayer de démystifier aujourd'hui autour de ça et vous montrer des choses concrètes et vous montrer un peu comment les métiers évoluent aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Donc déjà, qui je suis rapidement, moi je suis un ingénieur NSI-MAG, donc une école de mathématiques appliquées d'informatique qui se trouve à Grenoble. J'étais ingénieur à l'INRIA pendant 3 ans, j'étais ingénieur R&D, j'ai travaillé dans tout ce qui est la domotique intelligente, la robotique sociale, faire en sorte que les robots ne se prennent pas les chaises et les tables, c'était un peu la base, mais après faire en sorte que les robots tiennent compte du contexte et des interactions entre les personnes pour ne pas passer entre 2 personnes qui sont en train de discuter typiquement. Et puis j'ai travaillé également sur la détection et la reconnaissance d'émotions pour faire en sorte que l'interaction entre l'homme et la machine soit plus pertinente. Et puis depuis 7 ans, j'ai fondé et cofondé avec des associés et amis Néovision. Je suis PDG et depuis quelques temps, je suis maintenant consultant logiciel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes au travers du programme EasyTech de Minalogic et consultant en intelligence artificielle pour BPI France pour aider les PME et ETI à innover grâce à l'intelligence artificielle. Et depuis peu, je suis aussi membre du comité stratégique de MIAI, l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui s'est monté à Grenoble et dont je parlerai un petit peu tout à l'heure également. Voilà. Donc,
Je vais vous présenter rapidement aujourd'hui Neovision et nos activités en intelligence artificielle, je vais passer très vite dessus. Si vous avez déjà assisté à notre conférence sur l'intelligence artificielle, je vais vous faire quelques petites piqûres de rappel sur ce qu'est l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais supposer que vous avez déjà un premier niveau de compréhension et de connaissance de l'IA. Et ensuite, on va parler de l'humanisation et de l'optimisation des processus et de l'entreprise. Quelles sont les données qui sont à ma disposition aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle, faire un peu l'état des lieux des différentes données qu'on peut utiliser dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et ensuite, je vais vous montrer des exemples concrets des dernières avancées en RH, en marketing, au niveau industriel également. Et on va ensuite, je vais vous montrer quelques cas clients, pitcher quelques exemples concrets et laisser la main à la fin à Damien pour parler de son entreprise Transarc et comment l'IA l'a aidé à innover et optimiser ses process. Donc Neovision, notre slogan c'est l'intelligence artificielle à la portée de tous. L'objectif c'est de rendre accessibles ces nouvelles technologies qui sont basées sur les mathématiques et sur l'informatique, de vulgariser ces choses-là, d'accompagner nos clients dans le choix des technologies et dans leur mise en œuvre ensuite, dans le développement et dans le déploiement de ces solutions-là. L'objectif c'est d'être le plus vulgarisé possible, le plus accessible et de rester pour nous en tout cas bien à jour, bien à l'état de l'art de ces nouvelles technologies et de faire finalement l'interface entre ces dernières avancées en IA et le monde opérationnel, le monde concret de nos clients avec leurs problématiques souvent liées à de l'optimisation, à de la productivité, mais pas que, vous verrez dans les exemples que je vais donner tout à l'heure. Et qui on est, donc on est spécialisé vraiment sur ce domaine-là de l'intelligence artificielle. On a des ingénieurs, des docteurs, des data scientists, enfin, c'est un peu le gros mot à la mode en ce moment, des data engineers également, des personnes qui vont développer les modèles et les déployer chez nos clients. On a une spécialisation sur tout ce qui est apprentissage sur les données, deep learning et machine learning, et pas mal d'activités dans tout ce qui est analyse d'image, tout ce qui est analyse prédictive également, et ensuite des sujets autour de la recherche opérationnelle, de l'optimisation de manière générale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un accompagnement global pour nos clients, on conçoit les solutions, on les développe et on les intègre, et l'idée c'est d'apporter des solutions qui sont vraiment adaptées sur mesure aux besoins de nos clients. C'est quand il y a des solutions sur étagère qui existent, ou des logiciels on va dire tout prêts, on va recommander ces solutions-là, mais on partira uniquement sur le développement des solutions qui nécessitent une forte spécialisation et heureusement pour nous et aussi pour nos clients, c'est généralement quand on a de la donnée et des problèmes complexes, c'est là où l'IA va tirer toute sa puissance et se spécialiser sur les données de nos clients. Et donc pour ça, on a 4 offres de services. Une offre de formation pour vulgariser et faire comprendre en fait aux collaborateurs de nos clients quels sont les enjeux et les cas d'usage de l'intelligence artificielle. On a des formations également un peu plus techniques pour former les data scientists aux dernières avancées, aux dernières techniques d'intelligence artificielle. Et ensuite des formations aux technologies qu'on développe pour s'approprier correctement ces nouveaux outils. On a également des offres d'accompagnement stratégique pour définir la bonne feuille de route et définir la bonne approche technologique en fonction des contextes et des enjeux de nos clients. On a des offres de conception et de test pour évaluer ces technologies, et ensuite des offres de mise en production pour déployer et maintenir les solutions qu'on a mises en œuvre. Voilà, je vous passe quelques exemples de références. L'objectif là, c'est pas d'être commercial, mais si vous voulez voir plus en détail ce qu'on fait et avec qui on a travaillé, vous verrez sur notre site web des exemples. On a travaillé aussi bien avec des startups, des PME et des grands groupes. Généralement, on devient assez vite une entité assez stratégique pour l'entreprise, parce que la data et l'intelligence artificielle, ça devient vite source de valeur et source de diversification et d'optimisation pour l'entreprise. Donc très vite, on propose un accompagnement global de l'entreprise en intelligence artificielle sur plusieurs années avec la feuille de route et les différents projets qui en découlent. Mais voilà, je l'ai déjà dit, mais on existe depuis 7 ans. On est 25 collaborateurs aujourd'hui, on a plus de 100 clients et 300 missions réalisées, avec vraiment un focus sur la qualité, l'accompagnement de nos clients et construire des relations partenariales long terme avec nos clients. Donc on peut faire avoir des projets bien choisis et qui nous plaît bien, plutôt que de prendre un peu n'importe quel type de projet.
On est très attentif également à l'éthique et à la typologie de projet qu'on va pouvoir lancer. Je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises utilisations de ces technologies-là. On pourra en débattre si vous voulez. En tout cas, nous on fait très attention à l'éthique des projets et au fait d'avoir des projets qui ont un impact positif sur l'environnement, sur la société, sur les personnes. Donc voilà un peu nos valeurs et ce qui nous caractérise. Et puis ensuite, enfin, on a une expertise qui est assez reconnue aujourd'hui, puisque je vous ai parlé de MIAI, dans lesquels on est bien investi. On a un réseau de chercheurs assez développé et on peut ainsi proposer vraiment les dernières innovations, les dernières technologies à nos clients. Minalogic pour tout ce qui est transfert technologie entre les laboratoires et les entreprises. On donne également des cours dans les universités, que ce soit au travers de Grenoble INP ou au travers de l'EGA. On est également capable de proposer des innovations qui sont accompagnées par BPI France, grâce à notre statut de consultant BPI France. Et ensuite, on a enfin des partenaires plutôt matériels qui nous ont identifiés comme partenaires privilégiés. On a Nvidia, par exemple, qui nous a identifié des États-Unis comme étant un partenaire clé pour eux, en tout cas pour la France. On est le premier partenaire et consultant en IA de Nvidia, et Hewlett Packard pour tout ce qui est calcul haute performance. Donc Nvidia, c'est tout ce qui est carte graphique, on en parlera un peu tout à l'heure, parce que le calcul c'est important, le matériel c'est important pour faire de l'intelligence artificielle. Et Hewlett Packard, c'est pour tout ce qui est calcul haute performance dans les data centers et centres de calcul. Donc voilà un peu sur qui est Neovision. Je ne vais pas trop m'attarder plus que ça. Est-ce que vous avez déjà des questions? Ou est-ce que je peux passer à la suite? Isabelle, il y a des questions? Ou Mathieu, il y a des questions dans le chat? Parce que je vois pas le chat, hein, désolé. Non, pas de questions pour l'instant. Très bien, je passe alors à la suite. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors la croyance du grand public, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, que vous posez la question, même en sortie d'école d'ingénieur, par exemple, d'ingénieurs j'exagère un peu, ils sont un peu plus au courant de ces dernières avancées, mais si on faisait un micro-trottoir à Grenoble, on aurait un peu ce type de réponse. L'IA aujourd'hui, c'est un robot aussi intelligent que l'homme, capable de choix autonome avec une conscience, et si on pousse un peu le discours un peu plus loin, qui viendrait me concurrencer ou me voler mon métier. Et on va pas mal discuter de ça aujourd'hui. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une croyance qui est tirée de la science-fiction, des livres et des films. Mais c'est pas du tout ça aujourd'hui, l'intelligence artificielle en 2021. En 2021, c'est plutôt, je vais vous donner ma définition à moi, c'est plutôt des technologies informatiques capables de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique. On parle vraiment d'algorithmes, donc de résolution de problèmes. Et aujourd'hui particulièrement qui sont liés à des fonctions cognitives. Donc c'est tout ce qui est perception, visualisation, audition, recherche d'informations, recherche d'anomalies dans une grande quantité de données. Et ce qui est important en fait, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que ça reste un rouage dans un système d'information complexe qui attend des entrées et qui va donner des sorties. Et comme tout programme informatique, en fait, c'est juste qu'il va résoudre des problèmes plus complexes que ce qu'on était capable de résoudre avant. Et aujourd'hui, c'est essentiellement la force de l'intelligence artificielle se base sur le fait qu'on a de plus en plus de données qui représentent le problème à résoudre, et qu'on va apprendre finalement à résoudre ce problème-là avec des exemples, plutôt qu'avec un modèle mathématique qu'on va expliciter noir sur blanc, ou avec une formule mathématique. Et aujourd'hui, les fonctions cognitives, si je vous montre une photo et je vous demande si c'est une personne que vous connaissez, vous n'allez pas dérouler un algorithme dans votre tête, vous n'allez pas vous dire il a 2 yeux, ils sont bleus, il a les cheveux bouclés, ça doit être mon ami Paul. Vous allez juste voir l'image et vous allez tout de suite savoir que c'est votre ami. Et pour ça, c'est des tâches un peu complexes qui se déroulent dans votre tête, et on a des modèles aujourd'hui qui, sur des grandes quantités de données, sont capables de reproduire un peu ces fonctions-là, et qui vont être capables d'adresser la reconnaissance d'images, la reconnaissance de la parole, l'analyse de documents, l'analyse de variables ou de paramètres en grande quantité. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle se base sur 3 piliers, ce qu'on appelle la triade de l'IA à Neovision. Les données, ce qui est fondamental pour pouvoir modéliser les problèmes complexes. Le matériel, pour pouvoir faire les calculs. J'ai parlé de cartes graphiques tout à l'heure, c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et les algorithmes. Les algorithmes, il y en a vraiment pléthore, il y en a vraiment beaucoup.
Et notamment, une des familles d'algorithmes qui marche très bien en ce moment, c'est le machine learning. C'est tout ce qui est apprentissage automatique. Donc on a besoin d'une base de données, pas une base de données de données brutes, mais vraiment une base de données annotée. Donc pour chaque exemple, on va devoir expliciter dans la base de données que veut dire cet exemple-là. Si je veux reconnaître des chiens et des chats sur des images, je vais devoir faire une liste d'images avec des chiens, une liste d'images avec des chats. Donc ça veut dire que doit chercher, que représentent mes données. Si je veux, dans un domaine industriel, par exemple, détecter des défauts, je vais devoir expliciter à la machine, ou expliciter dans ma base de données, quels sont mes défauts, où ils se trouvent, les qualifier. Et généralement, le niveau de qualification de ma base de données dépend du problème que je veux chercher à résoudre. Donc dans tous les projets d'intelligence artificielle qui sont basés sur du machine learning, qui donnent aujourd'hui les meilleures performances, on a un gros travail sur la base de données. Donc avoir suffisamment de données, c'est la première question. Quelle est la quantité de données dont j'ai besoin? Généralement, la réponse n'est pas triviale. Il faut un échantillon de données ou des données qui soient représentatives du problème que je veux résoudre. Et il faut qualifier ces données au minimum pour le test, pour tester mes algorithmes. Et donc, même si je veux par exemple détecter automatiquement des anomalies dans une chaîne de production par exemple, ou dans un process industriel, il faut au moins des tests, des exemples d'anomalies pour pouvoir valider que mon algorithme est bien capable de détecter ces anomalies-là. Donc cette base de données-là, c'est pas juste des données brutes, on ne balance pas toutes les données au système, on est obligé de qualifier, d'avoir une base d'informations finalement qualifiée par un humain. Ensuite, il y a tout ce qui est algorithme et apprentissage. Donc là, il y a beaucoup d'algorithmes qui existent. Il y a du deep learning par exemple, il y a ce qu'on appelle des réseaux de neurones, il y a on va dire des dizaines et des dizaines de méthodes différentes. Et ces méthodes, elles ont pour particularité d'avoir beaucoup de paramètres en fait. Et l'idée, c'est qu'on vient apprendre automatiquement ces paramètres et optimiser ces paramètres en regardant la base de données. On va donner plein d'exemples et essayer de prédire en fait l'information donnée par l'humain. Et si la prédiction est bonne, on va laisser les paramètres tels quels. Si la prédiction est mauvaise, on va optimiser ces paramètres pour moins se tromper sur cet exemple-là, tout en ayant toujours des bonnes prédictions sur les données d'avant. Donc c'est un système qui apprend tout seul en fait en essayant de prédire les informations de notre base de données. Et une fois qu'on a suffisamment bonnes performances sur la base de données, on a un modèle, et ce modèle-là, ensuite on peut l'utiliser. Il est figé ce modèle, et on peut l'apprendre on peut l'utiliser après en production. Et dès qu'on a une nouvelle donnée qui est similaire à la base de données initiale, l'apprentissage, le modèle est censé donner une prédiction, une solution qui est censée être une bonne approximation de la solution qu'aurait donné un humain sur cette nouvelle donnée. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir une base de données qui soit représentative de mon problème, et que les nouveaux exemples, les nouvelles données que je cherche à traiter rentrent bien dans la case finalement du problème à résoudre. Je vais vous montrer un exemple de machine learning en 2 minutes qui est assez parlant. Alors je pense que je vais devoir couper ma caméra pour que ça marche. Est-ce qu'un admin peut le faire à ma place, s'il vous plaît? Isabelle ou Mathieu, est-ce que vous pouvez couper la caméra? C'est possible sinon? Alors, je peux pas couper ta caméra, non. Alors attendez, je vais le faire moi-même, excusez-moi. Bon, je fais ça. Je dois revenir, excusez-moi 2 secondes, on a le temps de revenir sur l'interface. Je suis quasiment sûr que mon exemple ne va pas marcher ici. Vous voyez toujours ma caméra là, c'est ça? Ouais, on voit toujours, oui. Excusez-moi, 2 secondes. Non, mais oui. Moi, du coup, je suis dans le bureau de Mélie. Ouais, alors je vais essayer quand même. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais, c'est ça. Je l'ai planté. Il faut juste que je désactive ma caméra, mais j'arrive pas à revenir sur... Je suis désolé, hein. C'est pas un onglet WebEx, c'est une application. C'est ça.
Tu veux faire quoi, Lucas? Excuse-moi. Désactiver ma caméra. Et en bas, tu veux quoi? Non, mais j'arrive pas à remettre la. Et est-ce que on peut Ah, faire- c'est bon. Attendez, ouais, c'est bon. Arrêtez la vidéo. Voilà, normalement c'est bon. Super. Ok, super. Désolé. Voilà. Donc là, vous voyez ma tête. Vous voyez ma tête grâce à la caméra. Et l'idée là, c'est que je vais enregistrer des images de mon visage pour la première classe que je vais appeler Lucas. Voilà. Et je vais me retirer et enregistrer des images du fond, qui est la deuxième classe qui m'intéresse, qui va être là de Lucas, voilà. Et l'idée, c'est avec ces deux jeux de données, je vais entraîner. Alors là, le jeu de données, il est très très simple. J'ai mis quelques exemples de moi. J'ai un seul. Aujourd'hui, j'ai un seul polo sur moi et j'ai qu'un seul fond également derrière. Là, l'algorithme, le système en fait est en train d'entraîner un algorithme en fait sur les données que je lui ai fournies. Donc vous voyez, il y a plusieurs itérations qui sont faites ici, une cinquantaine, pour optimiser finalement le modèle dans sa reconnaissance. Et son objectif pour lui, c'est avec une nouvelle donnée maintenant, vous voyez, de pouvoir prédire au mieux la classe. Donc là, vous voyez avec la caméra, il arrive à prédire que c'est bien ma classe là. Et normalement, si je me retire, maintenant il est capable de prédire que c'est la classe PAD de Lucas. Et bon, voilà, entre les deux, il y a un moment où il hésite un peu, et où la prédiction va passer d'une classe à l'autre. Et normalement, si il est capable de bien généraliser, si je mets quelque chose devant, voilà, c'est pas le cas, mais apparemment, vous voyez, si je mets ma main devant, là, il va considérer que c'est moi, parce qu'il aura appris en fait que le fond correspond à ma classe pas de Lucas. Donc là, en gros, on est dans un cas où le jeu de données est suffisamment, il est très petit et il est suffisamment bien pour juste différencier mon visage du fond. Mais si je veux pouvoir généraliser à d'autres cas, par exemple ma main qui se trouve devant ou ma tasse qui se trouve devant, il va falloir que je complète mon jeu de données avec d'autres exemples où je me retrouve pas devant la caméra. Et puis peut-être si j'ai des lunettes ou alors si je cache mon visage là, en l'occurrence ça marche. Mais dans certains cas ça ne va pas marcher, il va falloir compléter mon jeu de données. Donc voilà en deux mots, un exemple, en 2 minutes, un exemple d'apprentissage machine sur un exemple très simple. Voilà, ça termine ma partie sur l'intelligence artificielle, sur ce que c'est. Est-ce que vous avez des questions déjà sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pour l'instant, je vois pas de questions non plus. Tu as dû être Très très, bien. clair. N'hésitez pas, même si jamais il y en a une autre qui pop juste après, à la noter. On y répondra à la prochaine pause. Très bien. Donc maintenant, je vais parler d'humanisation et d'optimisation pour les entreprises notamment. Donc, je vous ai mis une petite vidéo marrante où on voit de Charlie Chaplin où on voit des ouvriers qui triment à la tâche et qui doivent réaliser une tâche rébarbative et répétitive et où le manager leur demande d'être plus productif. Et on voit que globalement c'est une problématique, la productivité de manière générale et l'automatisation de la productivité, l'automatisation des tâches, pardon, c'est un sujet qui ne date pas d'hier. Bon, la vidéo est un peu humoristique, mais c'était pour illustrer que la révolution industrielle notamment avait déjà soulevé ces différentes problématiques liées à l'automatisation et aux métiers associés. Et c'est vraiment un sujet qui, à chaque révolution industrielle, a été porté par la presse et par les médias, mais également un sujet d'intérêt pour les différents métiers qui sont venus finalement concurrencés par la machine, d'abord par la mécanique, ensuite par l'informatique, puisque les révolutions ont été également présentes dans les dernières années par l'apparition de l'ordinateur, par l'apparition également de la microélectronique, par l'apparition d'Internet également, et aujourd'hui par le développement de l'intelligence artificielle. Et pour autant, on voit beaucoup de personnes qui
qui se pose la question de si l'IA détruit des emplois. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'études qui essaient d'estimer un peu le pourcentage d'emplois qui sont détruits par l'intelligence artificielle. Alors, les grands cabinets comme Oxford, Deloitte et autres qui essaient de prédire un peu la destruction d'emplois, basée souvent sur des hypothèses un peu discutables ou un peu fumeuses comme en 2015 ou 2017, je ne me souviens pas plus bien, qui prédisait qu'en 2020 on aurait un déploiement massif de la voiture autonome. On est en 2021, c'est toujours pas le cas. Effectivement, souvent ces hypothèses-là sont assez structurantes dans ce type d'études, et on globalement considère, et c'est une erreur qui a été faite au début en tout cas, que les emplois en entier seraient détruits, alors que souvent c'est plutôt des sous-parties de l'emploi qui sont automatisées. Donc c'est plutôt des transformations de l'emploi finalement plus que des destructions, et ne parle assez peu finalement des nouveaux emplois créés grâce à l'intelligence artificielle, qui sont souvent liés à ces transformations-là. Et donc c'est assez difficile aujourd'hui de quantifier les changements liés à l'intelligence artificielle. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que les différentes prédictions qui ont été faites par le passé en termes de destruction d'emplois, en tout cas, sont avérées fausses. Et notamment si on regarde un peu les statistiques de chômage en Europe, on voit que, en tout cas depuis l'avènement, on va dire, de l'intelligence artificielle qui était dans les années 2010, avec les dernières avancées vraiment majeures en IA, et l'utilisation et l'intégration dans les entreprises depuis à peu près 2014-2015, n'a fait que de baisser. Donc il n'y a aucune corrélation claire aujourd'hui entre les développements en intelligence artificielle, en tout cas sur les 5 dernières années, qui ont fait que augmenter selon moi, et le chômage globalement dans la zone euro, avec un pic dernièrement dû à la crise sanitaire. Et de même, il y a certaines analyses qui ne tiennent pas compte du tout de certains contextes socio-économiques comme le Brexit ou alors d'autres événements un peu majeurs pour faire ce type d'analyse. Donc aujourd'hui, en pratique, c'est un peu compliqué de dire que l'intelligence artificielle détruit des emplois, en tout cas à court terme. À moyen terme, c'est certain que les emplois sont transformés, et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui a déjà été théorisé par Schumpeter au début du siècle dernier. C'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que tout process dans l'économie, en fait, il y a toujours des disparitions d'activités, et elles sont toujours conjointes à la création en fait de nouvelles activités. Les activités, et souvent c'est lié à l'innovation, quand on a les entrepreneurs qui sont, selon lui, une force motrice en fait dans la croissance de l'économie sur le long terme, et en fait ces innovations-là viennent forcément déstabiliser les aspects concurrentiels entre les entreprises par des gains de productivité généralement, et du coup avec des impacts économiques sur les coûts des produits et des services. Et donc ça fait qu'il y a des sociétés qui viennent soit en monopole, soit en position dominante, et les autres qui se retrouvent derrière doivent soit fermer boutique ou alors s'allier, fusionner pour pouvoir répondre à cette problématique de compétitivité. Mais effectivement, tout ça, ça a un impact sur l'emploi, puisque les employés doivent généralement se replacer vers des activités plus productives que celles qu'ils ont actuellement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le siècle dernier, on avait déjà identifié que quand il y a de l'innovation, il y a forcément un impact sur les métiers, sur les emplois qui évoluent, qui changent. Et aujourd'hui, les emplois se transforment en fait grâce à l'intelligence artificielle. Et les emplois se transforment de plus en plus vite, effectivement. Je vous ai donné quelques exemples là, très concrets de ce que j'ai pu voir moi à Novision, en discutant avec mes clients, en discutant avec des prospects. En comptabilité, par exemple, ce que je vois venir, c'est qu'il y aura de moins en moins de saisies d'informations. Aujourd'hui, là, les comptables passent beaucoup de temps, notamment dans les phases de bilan, à faire de la saisie et à agréger toutes les informations et à faire des synthèses. Et je pense que ces métiers-là vont faire moins de saisie et devront se transformer vers plus de conseils. Quand vous discutez avec des comptables, les comptables, la grande majorité des personnes qui font de la comptabilité ne font pas de conseils et ne sont pas là pour challenger ou remettre en question finalement les chiffres
mais plus pour les mettre dans la bonne case. Je pense que demain, mettre dans la bonne case les chiffres se fera automatiquement et le comptable, sa valeur vraiment se réorientera vers l'accompagnement et le conseil client pour optimiser finalement la comptabilité. Dans le domaine de la maintenance, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui vont regarder des télévisions ou regarder des courbes et faire du monitoring finalement et passer du temps à ne pas avoir le cerveau allumé, entre guillemets, mais plutôt attendre qu'il y ait une anomalie qui se passe pour pouvoir la traiter et là finalement utiliser son expertise pour pouvoir adresser le problème. Je pense que demain, grâce à l'intelligence artificielle, du moins nous on est pas mal sollicité pour ce type de sujet, les opérateurs pourront plus se concentrer sur des actions de prévention, gérer les alertes plus intelligemment, plutôt que d'avoir plein d'alertes et finalement ne plus regarder les alertes mais avoir des alertes plus pertinentes et pouvoir utiliser son expertise pour traiter correctement en amont ces alertes-là correctement. Donc finalement moins de monitoring et plus de prévention ou de préventif quand il y aura des alertes plus pertinentes et plus intelligentes qui seront permises grâce à l'intelligence artificielle. Dans tout ce qui est qualité, aujourd'hui c'est plutôt de l'échantillonnage. Généralement on prend un échantillon et on regarde sur cet exemple le niveau de qualité. Et si jamais on a un défaut de qualité, on vient faire du contrôle plus important. Je pense que demain, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au nouveau système d'acquisition également, on pourra faire du contrôle plus systématique et l'opérateur pourra se concentrer plus sur les cas limites pour lesquels on n'a pas forcément de réponse automatique et tous les cas classiques pourront être traités par l'intelligence artificielle. Tout le 80% finalement où les pièces sont toujours identiques. Là, j'imagine, je parlais essentiellement de qualité industrielle, mais ça peut se généraliser, je pense, à n'importe quel process en fait. On pourra automatiser la qualité des cas normaux, on va dire, et se concentrer soit sur les cas normaux, soit sur la zone grise un peu entre les deux. Dans le domaine de la médecine, j'ai vu des choses beaucoup évoluer aussi ces dernières années. Pas mal de choses autour du diagnostic et de l'aide à la décision, ce qui permettra en fait aux médecins de faire moins d'erreurs et d'avoir des outils en fait d'assistance qui leur permettra de gérer les cas complexes, donc, par exemple dans la chirurgie assistée par ordinateur, mais pas que, et avoir des outils d'aide à la décision pour les cas rares, les cas complexes, des outils aussi de mise en commun d'informations ou de dialogue entre les experts aux quatre coins du monde qui leur permettra de vraiment se concentrer sur les cas complexes et que les cas classiques, traditionnels, pour lesquels l'IA aura vu beaucoup plus de données qu'un médecin, pourraient être traités de manière automatique. Donc là, les mentalités ont pas mal évolué ces dernières années, notamment grâce à des challenges où on a montré que l'IA arrivait à battre les experts mondiaux, internationaux sur certains sujets, notamment de diagnostic. Les mentalités ont un peu évolué là-dessus. Et les outils d'intelligence artificielle sont vraiment vus comme maintenant des outils d'aide à la décision et d'assistance. Les mentalités sont en train de changer là-dessus. Dans le domaine du transport, et on en parlera à la fin également avec Damien, de la société Transarc, l'intelligence artificielle permet d'optimiser les trajets, de diminuer les transports inutiles, les trajets inutiles, mais également de donner des assistances à la conduite. Il y a pas mal de sujets au travers de rétroviseurs intelligents, par exemple. Vous avez tous vu maintenant dans les voitures des caméras de recul, donc avec de la réalité augmentée qui vous montre un peu comment faire votre créneau. Beaucoup de gens trouvent ça horrible de faire des créneaux, mais grâce à l'analyse d'image, on permet aujourd'hui d'avoir des assistances intelligents pour le transport. Ces assistances sont de plus en plus avancées, de plus en plus intelligents, et permettront en fait de tout doucement en fait de faciliter les tâches complexes, les tâches pour lesquelles il y a des accidents, les tâches pour lesquelles aujourd'hui on a des difficultés, et transformons forcément la conduite et le transport de manière générale, mais ça viendra tout doucement en fait, contrairement à certaines études qui disent qu'en 2020, dans 3 ans on aura des voitures autonomes de partout. Je pense que ça viendra progressivement en fait, que les métiers auront le temps de s'adapter et d'évoluer au travers de ça. Dans le domaine de la logistique, pas mal de transports qui sont optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Nous on travaille avec des clients dans le transport de paquets dans le froid par exemple. Il y a pas mal de sujets au travers de comment est-ce que j'empacte correctement mes colis, comment j'optimise finalement ma logistique pour
pour tenir compte de mes contraintes et avoir finalement des coûts qui sont optimisés, avoir pouvoir simuler un peu tous les cas possibles et choisir au mieux mes produits, choisir au mieux mes transporteurs, mes fournisseurs et faire les bons compromis entre parfois des solutions internes ou alors de la sous-traitance ou pouvoir voilà, optimiser finalement mes coûts et en fonction des différentes solutions et des différentes contraintes que je peux avoir dans mon entreprise. Il y a beaucoup de choses, c'est des sujets qui sont assez vieux, hein, l'optimisation logistique, mais par contre les dernières avancées en intelligence artificielle permettent de gérer plus de contraintes, plus de données, d'apprendre sur des exemples qui se sont bien passés pour pouvoir généraliser à d'autres exemples, alors qu'avant les solutions c'était plus brute forcer un peu tous les cas et quand le problème n'est pas trop complexe on trouve une solution, mais quand le problème est trop complexe, trop de variables, on n'arrive pas à trouver des solutions optimales. Aujourd'hui, grâce au deep learning notamment et l'apprentissage, dans la logistique on a de plus en plus de solutions, là où hier on était plus sur des heuristiques. Dans les ressources humaines, il y a pas mal de choses qui se développent dans l'analyse de CV, l'extraction d'informations automatiques. Moi j'utilise un outil Neovision par exemple qui me trie mes CV, qui m'exporte, qui me catégorise un peu les différentes compétences et les différentes choses des candidats. Ça permet un meilleur suivi des viviers, ça permet de pouvoir ne pas oublier certaines candidatures, de ne pas oublier certaines compétences, et d'avoir une vision plus haut niveau, plus stratégique, plus globale en fait des ressources humaines. Donc pour moi globalement l'IA va pas remplacer l'aspect émotionnel, comprendre les problèmes des personnes, adapter une solution humaine vraiment aux personnes, mais va plutôt dégager en fait les RH de toute la partie rébarbative de la gestion administrative ou la gestion documentaire, qui elle n'a pas de valeur ajoutée pour un DRH, mais qui est hautement automatisable. Sur toute la partie commerciale, il y a beaucoup de tâches qui sont rébarbatives également. Tout ce qui est relance automatique, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, dans Gmail par exemple, vous avez un message automatique qui vous dit pas de réponse depuis 5 jours, voulez-vous relancer? Typiquement, ça, c'est des outils qui aident énormément pour tout ce qui est commerce, mais pas que, pour tout ce qui est relations de manière générale. Il y aura de plus en plus d'outils en fait, qui vont permettre les commerciaux, notamment dans l'aide à la prospection. Il y a LinkedIn qui a énormément investi sur l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des recherches intelligentes. Vous avez des outils maintenant où vous tapez par exemple intelligence artificielle et ça va vous ressortir les personnes qui sont intéressées par les sujets d'intelligence artificielle, qui vont poster sur des sujets en lien avec l'intelligence artificielle. Je parle d'intelligence artificielle parce que c'est le genre de recherche que moi je fais, mais ça peut être n'importe quel métier, n'importe quel domaine. Et donc le fait d'avoir des relations connexes ou alors avoir des sujets d'intérêt, ça permet en fait de chercher et plus facilement de prospecter. Aujourd'hui, le digital est avant tout la source principale, en tout cas pour des activités comme la nôtre, en prospection, un outil très, très important. Et l'intelligence artificielle est au cœur maintenant de toute cette prospection commerciale. Et en marketing, ça existe depuis un certain temps, que ce soit Amazon qui vous recommande les bons produits ou alors Netflix qui vous recommande les bonnes séries. Le marketing globalement il bénéficie énormément d'intelligence artificielle grâce à un ciblage qui est personnalisé et automatisé. C'est fini maintenant on va dire le découpage un peu à l'ancienne avec des règles très, très manuelles, on va dire sur l'âge, sur le sexe, sur la position géographique. Le marketing aujourd'hui se fait de manière beaucoup plus floue et beaucoup plus basée sur le comportement d'achat des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fonction de si un utilisateur est allé sur un site et a mis au panier tel ou tel produit, des chaussures par exemple et des robes, on n'a pas besoin de savoir, de le mettre dans une catégorie précisément dure. On va apprendre en fait son comportement d'achat, voir quels sont les comportements d'achat des utilisateurs qui sont similaires à lui, et donc lui recommander des produits qui sont similaires ou complémentaires par rapport aux utilisateurs qui lui ressemblent. Et donc le marketing aujourd'hui il est beaucoup plus automatique et beaucoup plus ciblé, beaucoup plus personnalisé. Et les gros qui ont beaucoup de données d'achat ou de parcours d'achat vont même jusqu'à créer du contenu personnalisé pour certains segments marché qui auraient été calculés automatiquement. Donc voilà, ça c'est des exemples de transformation d'emploi. Aujourd'hui tous ces emplois existent toujours, mais c'est juste qu'ils utilisent des outils de plus en plus perfectionnés,
que certaines de leurs tâches qui étaient rébarbatives et automatisables ont été automatisées grâce à l'intelligence artificielle. Et le point commun, en fait, c'est qu'on est passé d'emplois avec des tâches robotisantes et rébarbatives à des emplois avec des tâches plus humanisantes et plus créatives. Là, j'ai listé un peu des exemples. Le contrôle qualité de grandes séries, on va regarder à l'œil toutes les pièces. C'est très rébarbatif et à la fin de la semaine, on devient complètement fou. Le classement de ces mails, ça n'a aucune valeur ajoutée pour un humain, c'est très automatisable. Faire des réponses communes à plein d'utilisateurs de la même manière, faire de la saisie, saisir des informations, faire de la saisie comptable, recopier des informations. Là, on a mis aussi avec Mathieu un exemple sur les réseaux sociaux. Certaines publications peuvent être assez rébarbatives et assez répétitives. Tout ça, ça peut s'automatiser, faire du tri dans les informations. Tout ça, ce sont des tâches qui sont robotisantes et pour lesquelles l'humain, finalement, n'apporte pas grand-chose. Une fois qu'il a compris la tâche, il peut la répéter. Mais finalement, que ce soit lui ou un autre, il n'a pas de vraie valeur à la tâche. Alors que les métiers, une fois qu'ils ont été qu'ils ont évolué vers des tâches plus humanisantes, on se retrouve avec des tâches créatives et des tâches, par exemple, créer un nouvel article, imaginer un nouveau produit, échanger avec ses collaborateurs, faire du brainstorming, par exemple, conseiller, comprendre ses clients et apporter des solutions qui sont personnalisées, pour lesquelles on ne se retrouve pas finalement dans un cas classique, mais on est vraiment dans un cas où il faut trouver des nouvelles solutions à des nouveaux problèmes. Prendre des décisions. Généralement, l'informatique ou l'intelligence artificielle ne prend pas des décisions. Elle va se retrouver, si on est dans des cas similaires à des cas passés, on va pouvoir exécuter une tâche. Mais par contre, une décision, que ce soit des décisions stratégiques ou des décisions parfois opérationnelles, il faut les humains pour pouvoir prendre ces décisions-là. Pareil, animer un atelier ou alors générer de la créativité, tout ça, ce sont des tâches et des choses que les humains sont très bons pour le faire. Et se détacher finalement des tâches répétitives et rébarbatives permet aux humains et à leur métier, à leur emploi, de se concentrer sur ce type de tâches. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions dans le chat. Est-ce qu'on peut déjà répondre à 2-3 questions, Mathieu ? Ouais, alors on a une première question de Pascal qui demande si on a des expériences en analyse de données non structurées comme du texte par exemple. Et l'idée donc c'est de pouvoir analyser les interactions avec les clients. Oui. Et l'idée c'est de pouvoir analyser les interactions avec nos clients et identifier les intentions. Très bien. Eh ben, oui, alors l'analyse de documents, c'est des choses qu'on a déjà fait dans plusieurs domaines. On a travaillé sur l'analyse de documents techniques, pouvoir taguer automatiquement des documents, dire que ça c'est un devis, dire que ça c'est une documentation technique de tel et tel type, pouvoir trouver automatiquement des informations dans les documents, par exemple extraire le nom, le prénom, l'adresse, extraire le fournisseur, extraire les images, analyser les images pour pouvoir trouver tel et tel pictogramme par exemple, et donc classer automatiquement les documents. Attention, il y a quelqu'un qui a le micro activé, je crois que c'est toi Mathieu. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Donc ça c'est tout ce qui est classé automatiquement des documents. Ensuite il y a tout ce qui est structuré un document. Donc là on a travaillé sur l'extraction d'informations pour après remplir des colonnes d'un fichier CSV par exemple, où on va potentiellement trouver ou non l'information dans le document et ainsi structurer l'information. On a beaucoup travaillé également sur la structuration d'informations d'images. À partir d'une image, pouvoir extraire des informations dessus, savoir détecter qu'il y a une personne par exemple, détecter quel est le produit qu'on voit sur l'image, ou alors détecter un numéro de série sur une image, et ainsi structurer une information qui est complètement déstructurée en une information textuelle, un numéro de série dans un fichier Excel par exemple. Ça permet typiquement dans ce cas-là de faire de la traçabilité. Voilà. On avait une autre... Voilà, quelques exemples aussi bien sur l'analyse textuelle que visuelle. On avait une autre question ensuite dans le cas du management des connaissances, donc de Raphaël qui après pose également la question qu'est-ce que c'est que des connaissances à définir. Mais donc dans le cas du management des connaissances, peut-on utiliser une IA pour lire des emails, en extraire des connaissances du coup et les charger dans un wiki ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est très très compliqué. Parce que la connaissance, la définition même de la connaissance, c'est quelque chose de très très flou et je pense que d'une personne à l'autre, c'est pas forcément formalisable. Par contre, extraire des notions, détecter des notions nouvelles, ça c'est possible. C'est-à-dire détecter des nouveaux mots-clés ou alors même des nouveaux contextes, des nouvelles choses par rapport à une base de données qu'on aurait structurée ou même qui serait potentiellement non structurée comme un wiki. On pourrait analyser des mails par exemple et dire si oui ou non on a des notions qui sont présentes sur une page et à quel point elles ressemblent à telle ou telle page. Donc on pourrait par exemple, à partir d'un mail, dire 80% de chance, 80% de ressemblance à telle page de wiki. Et donc par exemple, ça pourrait servir, j'anticipe un peu dans la question, mais derrière, le cas d'usage plutôt, à un problème donné par mail ou alors à un échange de mails données, pouvoir remonter la bonne page de wiki qui y correspond. Ou alors dire il n'y a aucune page wiki qui colle à cet échange mail aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Par contre, formaliser une nouvelle page wiki à partir d'un mail, ça aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et je pense que ça prendra beaucoup de temps, et je suis même pas sûr qu'on y arrive un jour, de pouvoir automatiser complètement cette partie-là. D'autres questions, Mathieu? Pas pour l'instant, tu peux dérouler. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme dit au début. Donc, avec plaisir. Donc le ROI, effectivement, aujourd'hui, le retour sur investissement, pour moi, il est multidimensionnel. Une des erreurs que je vois souvent parmi les personnes avec qui je discute, c'est me dire, oui, alors l'intelligence artificielle, le développement coûte tant, cet argent-là, je le transforme en salaire, ce salaire-là, c'est du temps, je fais la division et ça me fait le nombre de TP finalement, l'équivalent temps plein, associé. Ou inversement, je me dis j'ai deux équivalents temps plein que je vais pouvoir automatiser. Il faut que mon retour sur investissement soit sur 3 ans. Donc je fais le salaire fois 3 ans, enfin, fois le nombre fois le temps, et ça me fait le coût que devrait me coûter l'intelligence artificielle. Ça pour moi, ou même le développement et l'automatisation. Pour moi, ça c'est une erreur fondamentale. Parce que les gains, ils sont pas juste. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les métiers sont pas remplacés, ils sont transformés. La plupart des entreprises avec qui on travaille et pour qui on développe des intelligences artificielles, et Damien pourra témoigner tout à l'heure, les personnes qui utilisent cette intelligence artificielle, leurs métiers ne sont pas remplacés, donc on ne parle pas de TP finalement qu'on va économiser, mais plutôt de comment le temps qui était perdu avant par ses employés va être valorisé sur de nouvelles tâches, et c'est plutôt ce temps-là qui finalement génère de la valeur, beaucoup plus que le temps économisé ou l'argent économisé sur les tâches rébarbatives. Et donc, il y a le gain en productivité. Comment est-ce qu'on évalue la nouvelle productivité sur les nouvelles tâches? Il y a la création d'emplois également, parce que si vous créez des solutions d'intelligence artificielle, ça crée des nouveaux métiers associés. Et donc, potentiellement, on a des métiers connexes auxquels qu'on n'imaginait pas a priori. Ça peut être le data scientist qui doit analyser et collecter vos données pour préparer les nouveaux développements, les nouvelles innovations dans l'entreprise. Ça, c'est aussi un retour sur investissement indirect. Il y a l'image de marque innovante aussi de l'entreprise. J'ai souvent des industriels qui me disent j'ai du mal à recruter, je suis un peu éloigné, j'ai fait des optimisations par rapport à ma situation géographique. Le fait de communiquer et le fait de dire qu'on fait de l'intelligence artificielle, ça rend plus attractive l'entreprise, ça permet de recruter de nouveaux talents et ainsi de renouveler le vivier de collaborateurs. L'innovation sur les produits et sur les services, le fait d'avoir un produit par exemple, pendant longtemps, de voir que la donnée générée par ce produit permet d'apporter du service à mes clients, finalement ce retour sur investissement, il est non palpable a priori, mais non quantifiable, mais clairement il peut se mettre dans la stratégie d'entreprise, de se dire aujourd'hui je fais du produit, comment est-ce que je valorise les données liées à ce produit-là pour apporter plus de services et donc plus de valeur à mes clients, et potentiellement même ouvrir de nouveaux marchés grâce à l'intelligence artificielle. Souvent, l'IA, on la voit comme un outil d'automatisation des process, mais souvent également, dans les cas que je vois, ça génère des nouveaux business models ou des nouveaux services qu'on n'imaginait pas en fait grâce à la valorisation des données, a priori. Forcément, la rapidité et la fiabilité, on a vraiment des économies réelles liées à ça, puisque
certaines tâches ont été faites par des humains, il peut y avoir des erreurs dessus. Maintenant, vu qu'elles sont, les statistiques sont maîtrisées, et que ce soit le soir, le matin ou à la fin de la semaine, la fiabilité finalement est la même. Et donc sur certaines tâches critiques, utiliser l'intelligence artificielle, ça permet de fiabiliser les choses. Forcément, et on n'en parle pas beaucoup, mais le confort des salariés, c'est très important en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des tâches robotisantes aliénantes, vous avez du burn-out, vous avez des TMS, vous avez des choses comme ça qui sont un peu tabous et pour lesquelles, quand vous mettez en place une automatisation, bah, finalement vous réduisez énormément ces impacts négatifs, ça limite aussi le turnover et ça a finalement un retour sur investissement quand on voit le coût de départ d'une personne ou de remplacement d'un poste clé, éliminer les tâches rébarbatives, excusez-moi du terme chiante et aliénantes, ça a un vrai impact sur le recrutement et globalement sur la politique salariale. Et un dernier impact, un dernier retour sur investissement, c'est l'impact environnemental globalement. Le fait d'automatiser certaines tâches qui peuvent être coûteuses, que ce soit par exemple dans le transport, l'optimisation énergétique, ou alors dans une usine, l'impact que ça a d'arrêter une production par exemple, ça peut avoir des impacts assez importants. Et de manière générale, l'intelligence artificielle pour moi ça permet de valoriser l'entreprise parce que on innove et on a des impacts un peu à tous les niveaux. Donc le ROI ne se trouve pas uniquement sur les temps économisés par les salariés, mais il se trouve vraiment à plein de niveaux différents. Et donc là je vous ai mis un peu une to-do list pour optimiser ces process avec l'intelligence artificielle. La première chose c'est identifier les besoins et bien cibler les cas d'usage. Donc ça c'est important, on a des clients parfois qui veulent faire de l'intelligence artificielle absolument, mais qui n'ont pas bien réfléchi à quoi ça va servir, qui sera l'utilisateur final et qu'est-ce que ça va lui apporter vraiment comme valeur. Et donc c'est bien réfléchir avec l'utilisateur final, comment il utilise les outils actuellement, quels sont les outils qui lui manquent, quels sont les gains qu'il peut avoir, mais aussi quels sont les cailloux qu'il a dans sa chaussure pour voir ce qui est automatisable. Et donc bien cibler les tâches qui sont automatisables, robotisantes, aliénantes dont je parlais tout à l'heure, et les autres tâches, les laisser à la personne et ne pas essayer d'aller automatiser des choses pour lesquelles l'humain a vraiment de la valeur en termes de relationnel, émotionnel, compréhension, contextualisation, compréhension. Ensuite, il faut cartographier les outils existants parce que ça sert à rien de redévelopper un outil d'intelligence artificielle pour tout. Il y a plein de sujets pour lesquels il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, il y a déjà des outils qui existent pour ça. Donc, cartographier les outils liés au process. Il faut un bon ERP, il faut un bon CRM, il faut des bons outils pour ces différents métiers, ça c'est important. Et une fois qu'on a les bons outils, là on peut se poser la question sur les tâches qui sont rébarbatives. Et pour ça, il faut identifier et cartographier les sources de données. Donc je vais parler juste après des données liées à mon entreprise. Mais globalement, identifier les sources de données internes à l'entreprise et externes à l'entreprise, c'est un travail nécessaire pour pouvoir lancer un projet d'intelligence artificielle typiquement. Ensuite, il faut identifier les bonnes technologies d'intelligence artificielle ainsi que leur maturité. Parce que c'est pas parce que IBM communique sur une preuve de concept dans l'assurance pour automatiser l'évaluation d'un risque que c'est une techno mature et que vous allez pouvoir le déployer en 3 à 6 mois dans votre entreprise. Il y a vraiment une différence entre des preuves de concept pour lesquelles, ou des sujets pour lesquels les gros investissent des millions et des sujets très concrets pour lesquels les technologies sont beaucoup plus matures et pour lesquels, quand on a des données et évaluer aussi la quantité de données, la qualité de données nécessaires pour pouvoir arriver à un bon niveau de maturité, c'est aussi très important. Donc ça c'est aussi tout le travail que nous on fait, l'identification de la bonne technologie, mais aussi de sa maturité. Maturité au regard des algorithmes, mais aussi au regard des clients et des données que vous pouvez avoir. Ensuite, il faut définir une feuille de route parce que l'intelligence artificielle et la donnée, ça se prépare. Parfois, on a des projets qui vont générer des données, des nouvelles données. Ces nouvelles données vont permettre de préparer le projet d'après et ainsi innover de manière à avoir un cycle vertueux en fait d'innovation. Et ça se prépare généralement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une feuille de route sur 2 ans, 3 ans, où chaque projet va avoir un impact sur le suivant et préparer le projet suivant.
et ainsi permettre à l'entreprise de monter en puissance. Mais ça veut dire qu'il faut bien identifier les sources de données initiales, quelles sont les nouvelles données qui vont être générées par les projets, et comment les algorithmes, et aussi comment on va entraîner et développer les algorithmes sur les données qu'on va avoir dans l'entreprise, ou qu'on va avoir grâce au projet. Et enfin, quand on a tout ça, là on peut passer au développement et au déploiement des nouveaux outils d'intelligence artificielle, uniquement sur les sujets pour lesquels il n'y a pas des outils existants, mais sur lesquels il y a un fort ROI, un fort retour sur investissement, et pour lequel la maturité est maîtrisée, la complexité est maîtrisée, et où il y a une vraie feuille de route associée. Et ça vous évite de partir dans des projets qui, 3 ans après, sont toujours en phase exploratoire, et vous donnent des vrais projets concrets qui, en 6 mois, 1 an, vous donnent des vrais résultats concrets opérationnels. Et qui permet d'optimiser les processus de son entreprise. Et enfin, ce qu'il ne faut pas négliger dans tout ça, pour pouvoir humaniser et optimiser son entreprise, c'est la formation. Donc l'État a très bien compris ça grâce au rapport, grâce à Villani et son rapport sur l'intelligence artificielle. Son objectif, c'est de former 2 fois plus de monde à l'intelligence artificielle d'ici 2023. Donc c'est très ambitieux, et au travers de MIAI à Grenoble, c'est un des objectifs de cet institut interdisciplinaire en IA. C'est de former également, de faire des modules de formation pour les entreprises, et des formations continues également pour tous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 types de formations selon moi. Il y a les formations non techniques, pour tous les métiers qui sont support de l'intelligence artificielle. Pour ça, il faut pouvoir comprendre les enjeux pour mon entreprise, ne plus avoir peur de l'intelligence artificielle, mais comprendre, comme je vous l'ai dit, que c'est un outil qui permet de transformer les métiers, qu'il faut se préparer à ça. Comprendre les cas d'usage possibles également, donc brainstormer avec des experts en IA ou avec des experts des usages de l'intelligence artificielle pour comprendre qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible, ou du moins qu'est-ce qui est attrait au rêve et qu'est-ce qui est attrait à la réalité. Il faut aussi comprendre les enjeux spécifiques d'un projet en intelligence artificielle, parce que c'est pas un projet informatique classique, il y a tout un enjeu sur les données, sur les biais dans les données, sur une erreur classique que je vois moi quand je travaille avec des clients, c'est qu'ils pensent qu'il faut que les données soient le plus général possible au début, quitte à en avoir moins, et ensuite spécifier et avoir plus de données sur chaque exemple. Alors généralement, en IA, c'est plutôt l'inverse, c'est contre-intuitif, mais on va plutôt partir sur un cas bien précis qui est représentatif qu'on sait va pouvoir généraliser, et avoir plein de données sur cet exemple-là, et donc se concentrer sur un périmètre restreint, mais sur lequel on montre qu'on est bien capable d'adresser l'automatisation, et après généraliser aux autres cas. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif dans un projet où généralement on va essayer dans un projet informatique, de décrire tous les cas possibles, tout ce qu'on veut adresser, et faire le développement de tous ces cas-là. En IA, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt choisir le cas qui se généralise bien, et se concentrer là-dessus pour après généraliser au travers des données. Donc voilà, c'est un état d'esprit qui est un peu différent, et une façon de gérer les projets qui est un peu différente. Et ensuite, il y a des aspects connexes, des aspects juridiques sur la gestion des données, la RGPD. Donc là, il faut être bien accompagné sur ces aspects-là, bien comprendre les enjeux, les impacts sur l'anonymisation de données. Il y a des sociétés qui accompagnent très bien sur ces sujets-là. Il faut avoir un DPO également. C'est une obligation maintenant légale d'avoir une personne qui soit responsable des données dans l'entreprise. On peut externaliser cet aspect-là, mais on peut aussi monter en compétence en interne sur ces sujets-là. Les aspects informatiques également, qui sont importants. Il faut pouvoir stocker les données, avoir une vraie politique et une vraie stratégie sur les données. Est-ce que je stocke mes données en France? Est-ce que je les stocke à l'étranger? Est-ce que je prends le risque d'avoir des fournisseurs un peu... Aujourd'hui c'est le cas, hein, avoir des fournisseurs qui sont un peu moins avancés techniquement que les GAFA, mais du coup je m'assure d'avoir des clouds et des données et des outils souverains, ou est-ce que je préfère aller vite, mais avec le risque que du coup mes données se retrouvent sur des services informatiques américains. Aujourd'hui c'est un peu la question qui se pose dans tous les projets. On a vu encore récemment que il y a eu l'histoire il y a une semaine de OVH dont les serveurs à Strasbourg ont brûlé, et où des personnes n'ont pas vu leurs données, donc on n'est pas... Voilà, il y a encore une question de confiance et un peu de retard aussi, je pense, technique, mais on a quand même une vraie question à se poser de
comment aider l'État et l'Europe globalement et les outils qu'on a à se développer. Et ça passera avant tout par notre confiance et l'utilisation de ces outils-là. Et après, il y a des aspects organisationnels dans l'entreprise. Donc comment est-ce que je cartographie, je maintiens la connaissance de mes données dans l'entreprise, par exemple. Je sais qu'au ministère de l'Intérieur, ils ont mis une cellule entière liée à l'organisation et à la gestion des données pour aider le reste du groupe, le reste du ministère, pardon, à pouvoir innover au travers de ces données-là. Dans une entreprise, c'est pareil, il faut comprendre, organiser, structurer toute la partie, tous les aspects, en fait, on va dire, liés à l'intelligence artificielle, que ce soit les données, l'informatique et la gestion des projets associés à l'intelligence artificielle. Et le déploiement, effectivement, aussi. Dans l'informatique, je tenais compte aussi, je parlais également du déploiement. Et ensuite, il y a la formation technique. Donc, il y a des nouveaux métiers qui sont apparus récemment, data scientist et data engineer. Donc, globalement, le data scientist, c'est celui qui comprend, qui organise, qui prépare les données, qui va aussi faire des tests sur les données et des premières évaluations de faisabilité, généralement. Le data engineer, c'est ensuite, une fois qu'on a bien préparé les choses, c'est développer les modèles, les optimiser en termes de performance ou en termes de vitesse, et déployer les modèles sur les infrastructures. Donc, c'est deux métiers vraiment nouveaux. On commence à voir sur le marché des gens qui se disent data scientist ou data engineer. Il faut faire très attention parce que il y a des formations très rapides et des personnes du coup qui mettent sur leur CV ces titres-là. Ils n'ont pas tous le même niveau, ils n'ont pas tous le même niveau de compétences et d'expertise. Clairement, on a beaucoup de personnes qui recrutent, qui postulent à nos visions, qui n'ont pas forcément le niveau d'exigence, le niveau technique, on va dire, que nous on a en termes d'exigence. Donc voilà, il faut faire attention au type de formation, et toutes les formations ne préparent pas de la même manière à ces métiers-là. C'est assez compliqué aujourd'hui dans le domaine du métier, de l'emploi par rapport à ces métiers-là. Et aussi un dernier point, c'est qu'il faut bien faire la différence entre un intégrateur, une personne qui va intégrer des outils d'intelligence artificielle, qui va vous prendre une API d'un GAFA par exemple et le plugger à vos données, et un maker ou une société ou une entreprise ou une personne ou un métier qui va créer le modèle mathématique et le déployer spécifiquement par rapport à votre besoin. C'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas du tout les mêmes compétences. Dans le premier cas, c'est plus de la SS2I traditionnelle ou de l'informatique traditionnelle, et on est plus sur des personnes qui ont des backgrounds de développeurs ou de full stack développeurs. Voilà, on est plutôt sur ces métiers-là. Dans le deuxième cas, on est plutôt sur les métiers dont je vous parlais, data scientist, data engineer, qui nécessitent une compréhension fine des modèles, des mathématiques, et qui sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui dans le domaine sur le marché du travail. Donc voilà sur la partie formation, et ça conclut un peu ma partie humanisation et optimisation de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses Alors, on a deux questions. Oui. Est-ce qu'on a des cas d'IA au service process mining, en fait, pour optimiser les process? Process mining, c'est-à-dire j'analyse les process de l'entreprise et je vais dire tel process n'est pas optimal, c'est ça? Ou alors je creuse dans mes process et je trouve des optimisations à l'intérieur, c'est ça? Je pense que ce serait la deuxième. Je sais pas si on peut Ouais. apporter une... Alors on est déjà sur des cas assez avancés, je pense, d'entreprise qui a déjà fait une cartographie de ses process et qui l'a mis sur le papier. Alors nous, on a déjà travaillé sur l'optimisation de process avec une entreprise qui avait des produits qui se déplaçaient en fait d'un endroit à l'autre, au niveau de la logistique, d'un site à l'autre et d'un lieu à l'autre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visualisé grâce à leur logiciel qui identifiait, qui enregistrait tous les déplacements de tous les produits de manière unitaire
on a cartographié finalement le déplacement des produits et fait un énorme mapping en fait, une énorme map. Et en visualisant cette map-là, déjà rien que de la visualiser, ça a permis de voir des goulots d'étranglement et des choses qui sont anormales, des produits qui passent par des états qui ne devraient pas passer. Et ensuite, on peut, si cette carte-là est vraiment, vraiment très, très grande, on pourrait imaginer plusieurs types d'optimisation. Typiquement, en fonction de l'état de la carte, recommander des chemins optimum. Donc optimiser le chemin du produit, et donc optimiser le process associé. On pourrait également proposer des élégations automatiques du process et dire tel nœud n'est plus et vraiment ne sert plus à rien, il coûte très cher, ou alors il faut optimiser, il faut le dédoubler parce qu'il y a un goulot d'étranglement à certains moments, et du coup créer deux nœuds et donc optimiser le process de cette manière-là. Ouais, si je peux un peu préciser ma question en fait, vous m'entendez? Oui. Voilà, en fait moi je travaille chez ST Microélectronique et donc on a pas mal de process qui sont je dirais informatisés. Donc maintenant on va pas mal dans ce qu'on appelle le process mining, c'est-à-dire analyser au niveau informatique en fait ces process-là et avoir des indicateurs et tableaux de bord qui permettent d'analyser effectivement où ça coince en temps réel et éventuellement d'anticiper un peu où ça va coincer. Pour autant, on n'a pas forcément de modèle mathématique qui sous-tendent ça derrière, parce que c'est des choses qui sont très complexes. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une IA qui serait de faire cette analyse en temps réel et d'être capable, justement, sans modèle, d'anticiper en fait effectivement voilà ce qu'on va appeler chez nous un bottleneck, c'est un endroit où ça va coincer. Moi je m'occupe du lean chez ST, c'est des questions qu'on se pose d'optimisation de flux, d'optimisation de process en fait en temps réel aussi. Est-ce que vous avez les moments où il y a justement ces bottlenecks qui se produisent Oui, on peut les capturer. Oui, parce qu'en fait on arrive à avoir des visualisations quasi temps réel de ce qui se passe sur des procédés. Le premier travail, j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait, c'est structurer les données pour que le process soit finalement digitalisé sous forme de, je sais pas si c'est des variables ou alors des paramètres que vous monitorez, j'imagine. C'est des variables. Ouais, c'est des variables. Et après, le deuxième, c'est l'analyse du pattern matching. En fait, ça va être détecter des patterns dans ces process qui sont similaires au moment où il y a ces bottlenecks qui se produisent. Et donc, effectivement, j'ai l'intuition que le projet dont vous parlez, ça colle assez bien à la détection d'événements, mais pour lesquels il faudrait classer, catégoriser, annoter les moments où il y a ces goulots d'étranglement. Ouais, reconnaître des configurations clés et d'être capable de trier dessus, quoi. Ok. Et nous, à Novision, on a des outils de visualisation de données qui permettent également quand on a beaucoup de paramètres. Alors ça va dépendre du nombre de paramètres que vous avez, mais parfois on a des problèmes en termes de visualisation de données quand on en a énormément des paramètres, et comprendre en fait quels sont les paramètres qui ont une influence ou non sur tel et tel événement. Et donc là, il y a des nouveaux outils en intelligence artificielle qui permettent de réduire un peu les dimensions, de réduire la visualisation de données, et qui permet à un humain finalement de comprendre ces paramètres au regard de certaines variables d'optimisation. Par exemple, la variable d'optimisation, ça peut être j'ai un goulot d'étranglement ou ça se passe bien, par exemple. Ok, c'est très clair. Merci. Et on avait une deuxième question également par rapport aux autres pays européens. Comment se place la France dans ce déploiement de l'IA? Et je te demanderai d'être assez succinct parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais, on est qu'il reste un quart d'heure, donc je vais aller très vite. Je vais répondre très vite à la question et puis je vais quand même laisser la parole également à Damien à la fin. Donc, comment on se positionne en France? On a des bons chercheurs, on a pas mal d'atouts, je pense. Il y a l'Angleterre qui est très bon aussi, notamment avec DeepMind, qui est la société phare en intelligence artificielle qui a été rachetée par Google. On a en Europe ensuite, je pense que la France est bien positionnée. Après, c'est plus une concurrence internationale avec Israël, les pays. Il y a la Chine également et il y a les États-Unis qui se positionnent très très bien aujourd'hui sur la partie intelligence artificielle. Mais en France, on investit beaucoup moins bien, beaucoup moins on va dire que ces autres pays. Donc je pense qu'on va accuser un peu de retard à un moment donné, mais l'État français aujourd'hui dépense beaucoup d'argent sur la partie intelligence artificielle, forme les personnes et aide beaucoup les entreprises à innover grâce à BPI France notamment qui a pas mal de programmes d'aide pour les entreprises.
Ok, je vais aller très très vite du coup pour la partie données, puis après on va aller dans le concret sur les cas, les dernières avancées et les cas clients. Alors vous avez beaucoup de données à votre disposition aujourd'hui. Il y a des données dans l'entreprise qui sont. Le problème c'est qu'elles sont généralement, elles ont besoin, en tout cas pour un projet d'intelligence artificielle, elles ont besoin d'être centralisées, elles ont besoin d'être structurées et elles ont besoin d'être annotées, ce qui est généralement pas le cas dans une entreprise. Et là je vous montre quelques exemples de sources de données que vous pouvez voir. En production par exemple les taux de conformité, les paramètres de production, les temps de production, la matière première utilisée, les données machines, la planification de production. C'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure avec Raphaël. En marketing, en commercial, vous pouvez avoir les mails, les appels entrants, sortants, les leads, les prospects, les clients, la veille concurrentielle, les études de marché associées. En ressources humaines, vous avez les entretiens, les mails internes, les candidatures, les CV, les lettres de motivation. En source de données également, on a en finance, en comptabilité, les factures, les bons de commande, les bulletins de paye, les relevés bancaires, les impayés. Pour la DSI, pour tout ce qui est système d'information, on a les systèmes qui monitorent les bugs, le nombre de tickets, le nombre d'utilisateurs, les tickets qui sont remontés. En logistique, on a toutes les données liées aux livreurs, aux véhicules, les points de livraison, les deadlines, les carburants. C'est ce type de données généralement qu'on utilise pour l'optimisation. Et dans les achats, on a également pas mal de choses. On a les devis, les informations intrinsèques aux produits et aux services qui peuvent être structurés ou non structurés. Et on a également les évolutions de marché qui peuvent être analysées en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. À ça s'ajoutent également des données ouvertes. Donc aujourd'hui, l'open data, c'est des données qui sont non propriétaires, libres de droit, qui sont généralement gratuites et qui peuvent être accessibles par toutes les entreprises et tout à chacun. Vous avez des données de ville, par exemple, liées à la démographie. Vous avez des données météo pour savoir quelle température ou quel ensoleillement il fait, des données démographiques, de cartographie également. Vous avez des outils maintenant ouverts comme OpenStreetMap qui sont très, très pertinents. C'est d'ailleurs ça qu'on a utilisé dans les projets avec Transarc, dont on parlera tout à l'heure. Tout ce qui est publication scientifique également, c'est ouvert, même s'il faut payer pour certaines. Et on a également de plus en plus de données de santé qui sont aujourd'hui en open data. Et à ça s'ajoutent des données payantes. Vous avez les données météo pour avoir les prédictions, vous avez des analytics web pour permettre d'avoir les tendances sur votre site web, par exemple, qui peuvent être très intéressant. Vous avez également des études de marché que vous pouvez acheter, qui permettent de compléter, avoir des données macroéconomiques. Et ensuite, vous avez des veilles techniques et économiques qui peuvent également compléter ces données ouvertes. Je vais vous donner deux exemples. Dans le médical, aujourd'hui, on a encore peu de données qui sont accessibles. On a des bases de données qui sont souvent déséquilibrées entre les cas rares et les cas courants. Donc on a un gros problème de représentativité des jeux de données. Mais pour autant, on a de plus en plus de bases de données qui sont publiques, mais ces données sont très coûteuses parce qu'elles nécessitent l'annotation d'experts, souvent des experts internationaux, qu'on va devoir confronter les uns avec les autres pour être sûr qu'ils sont bien d'accord sur l'expertise et l'annotation. Et il y a toute la partie réglementation des données de santé qui ne facilite pas les choses, qui nécessite d'avoir au moins dans la partie juridique et informatique bien préparé et bien structuré les choses. Dans le domaine industriel, c'est le deuxième exemple. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont non digitalisées aujourd'hui. Souvent, on a des machines spécifiques qui génèrent des données spécifiques. Et donc, c'est assez difficile de généraliser une intelligence artificielle sur ces données-là. On a souvent peu de données historisées, ou alors on a des données historiques, mais elles n'ont pas été sauvegardées. Et souvent, les données sont non structurées et non centralisées. Donc, on cumule un peu tous les problèmes pour pouvoir faire un projet d'intelligence artificielle. Donc, il faut commencer par structurer ces données, faire un data lake, récupérer ces données-là, les historiser et les annoter. Et le problème qu'on peut avoir souvent, c'est que dans une même usine, les données peuvent être hétérogènes, mais même d'une usine à l'autre, quand on a la même machine, on peut avoir des variations et de l'hétérogénéité des données. Souvent, les données importantes sont celles qui sont rares parce qu'on a passé des années à optimiser le process industriel pour qu'il ne tombe pas en panne. Donc, les cas qui nous intéressent sont les cas rares. Et donc, c'est souvent peu propice à la généralisation permise par l'intelligence artificielle. Et il faut souvent des experts du domaine pour qualifier les données qui puissent dire tel problème, ou telle donnée, ou telle anomalie, ou tel défaut correspond, ou telle donnée correspond à tel défaut dans la réalité. Et on a souvent des compromis à faire ou des arbitrages à faire entre des experts, et parfois les experts ne sont pas d'accord entre eux. Voilà un peu sur les données. Je suis allé assez vite exprès pour rentrer dans le concret après sur les dernières avancées. Je vais vous montrer quelques exemples dans l'industrie, et puis vous montrer quelques exemples qu'on a réalisés à Novision, et puis ensuite, enfin, donner la main à Damien de Transarc. Donc en 2018,
il y a Patate Dolbeck qui a communiqué sur la détection de défauts et de l'automatisation de tri de ces pommes de terre. Avant, le tri était fait manuellement par les opérateurs. Ils avaient à peu près 30% de qualité, de déchets dans leur pommes de terre. Et ils ont réussi à monter et à réduire considérablement les déchets et les défauts. Donc c'est passé par un investissement assez important, aussi bien sur la robotisation et sur les machines de tri que sur l'inspection visuelle, grâce à des caméras et grâce à de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils visent 90% de qualité. Et donc ça a permis de grandement améliorer la qualité et donc la satisfaction des clients par rapport à leurs produits. Dans la région, on a ici qui a développé un drone inventoriste qui, lui, permet de réduire par 3 le temps d'inventaire dans les entrepôts. C'est un drone qui va se balader, qui va reconnaître les étiquettes et faire l'inventaire automatiquement des différentes palettes, alors qu'avant, il fallait un élévateur et qu'une personne humaine vienne faire l'inventaire lui-même manuellement. Air France a mis en place récemment un planning intelligent pour les personnels navigants et commerciaux qui permet en fait de proposer des plannings grâce à un algorithme et ensuite deux personnes qui souhaitent intervertir leur position peuvent le faire via l'outil, l'interface web qui est validée ensuite par leur manager et ça permet en fait aux employés de gérer eux-mêmes leurs emplois du temps et ainsi grandement améliorer la satisfaction des employés et d'optimiser globalement l'entreprise par rapport aux ressources humaines. En termes de performance industrielle, il y a un Fasco qui a investi massivement dans l'intelligence artificielle en 2008 pendant la crise pour automatiser ses process et c'était une stratégie assez gagnante puisque aujourd'hui en 2021 elle fait de la maintenance prédictive, elle détecte la qualité de ses produits grâce à des caméras et a grandement amélioré sa productivité et la qualité de ses produits grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous parler d'exemples concrets qu'on a fait à Novision. Alors là, c'est plutôt dans le marketing et la veille concurrentielle. On travaille dans le domaine du textile sur l'analyse de motifs. Donc là, vous imaginez un créateur textile français, petit créateur français, qui crée son motif, qui le revend sur la chaîne de la valeur du motif et du vêtement français ou même international. Et en fait, son vêtement finalement se retrouve chez les grandes marques, dans la grande distribution, et parfois son vêtement ou son motif plutôt se fait copier, se fait piller, et la grande distribution n'a aucune idée de qui dans la chaîne de la valeur a pu copier ou même n'ont pas connaissance de telle contrefaçon. Donc aujourd'hui, les créateurs n'ont qu'une option pour ça, c'est de faire de la veille, de chercher sur internet et de trouver potentiellement leurs motifs qui ont été copiés. Donc là, on travaille sur une énorme base de données et un algorithme de matching qui va permettre de détecter automatiquement les copies, les fraudes, et donc de lever des alertes aux petits créateurs français aujourd'hui, de pouvoir, et leur permettant ainsi de savoir si le motif qui a été détecté est bien, ils ont bien le droit de le vendre ou si c'est une contrefaçon, et ainsi aller alerter un huissier et automatiser du coup grandement cette veille qui est soit pas possible pour les plus petits, soit très très chronophage et rébarbatif pour ceux qui peuvent la faire. On travaille dans le tri du déchet. Donc là, c'est pour une société qui s'appelle Pellin Casté. On a mis des caméras de tri, eux ont mis des caméras qui permettent de faire le tri. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de différencier une bouteille plastique qui est une bouteille pour de l'alimentaire d'une bouteille qui est pour le non alimentaire, et ainsi améliorer le tri et permettre que les bouteilles alimentaires soient recyclées en bouteilles alimentaires, parce qu'aujourd'hui le tout est recyclé en non alimentaire pour pas mélanger. Et grâce à l'intelligence artificielle et notamment à la détection et la reconnaissance à haute fréquence et des optimisations qu'on a fait sur carte graphique, on est capable en quelques millisecondes de pouvoir faire ce tri-là et ainsi faire cette reconnaissance-là, et ainsi à la machine de tri de faire la différence et donc le tri derrière. Ça permet d'automatiser grandement les centres de tri qui aujourd'hui soit font du tri manuel pas complet et très chronophage, soit
et permettent également à certaines métropoles ou agglomérations de pouvoir respecter des contraintes de tri qui sont de plus en plus importantes pour justement favoriser le tri des déchets et éviter d'incinérer grandement des déchets qui n'auraient pas besoin d'être incinérés. On travaille également dans la prédiction, donc là c'est prédire les stocks à partir des ventes passées. Là on avait les ventes de chaussures sur un site e-commerce, on a prédit les prochaines ventes en fait sur le futur en utilisant des données externes, c'était la météo, les précipitations, les sols, les vacances, etc. Et ça a permis en fait de prédire à 15% d'erreur à peu près les ventes futures et non pour la société d'optimiser ses stocks, éviter le surstock ou le sous-stock. Dans la recommandation personnalisée, on a aussi travaillé donc, là, avec la Funamboulier. En ce moment, on travaille également avec l'entrepôt du bricolage SMC sur ces sujets-là. L'idée, c'est de pouvoir analyser le parcours d'achat d'un utilisateur et ainsi lui recommander des produits qui sont complémentaires ou similaires à son parcours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du marketing, plutôt que de catégoriser les clients en fonction des paramètres d'âge, sexe ou autres CSP de l'utilisateur, mais plutôt apprendre sur ses comportements d'achat pour avoir une réponse qui soit vraiment optimisée à l'utilisateur et à ce qu'il a voulu acheter ou ce qu'il a regardé ou ce qu'il a ajouté au panier. Ça évite aux personnes du marketing de devoir faire des liens entre les différents produits et ça permet d'avoir une recommandation qui s'adapte en fonction de la saison, mais également en fonction des tendances des utilisateurs. Le dernier exemple, il me semble, avant de passer la main à Damien, c'est bien ça. C'est l'optimisation d'empaquetage. Donc là, on avait un client au Garden qui vend des produits pour le jardin, des chaises, des tables, des tonnelles, etc. Et qui avait une problématique d'empaquetage et des opérateurs qui prenaient le premier colis sans réfléchir et qui mettaient les produits dedans. Et ils voyaient bien qu'il y avait des optimisations possibles en termes d'empaquetage de colis et également des optimisations en termes de remplissage de camions. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un algorithme qui propose des empaquetages optimaux, et qui dit à l'utilisateur, on a trouvé une solution avec ce colis et ce colis. Et c'est à l'utilisateur ensuite à l'opérateur de trouver le Tetris qui va bien. Et en fait, on a gamifié finalement, on a fait ça sous forme de jeu où l'opérateur essaie de trouver la solution et ensuite on lui montre la solution optimale que l'IA a trouvée. Et ça permet en fait de sensibiliser l'opérateur à une solution optimale en N colis et de le former en même temps. Donc ça a très très bien marché, les opérateurs sont très vite pris au jeu et en termes d'empaquetage ça a très bien marché. Et en termes de remplissage de camions, la société a pu économiser un camion sur 3 grâce à la technologie d'optimisation. Donc des gains assez importants pour elle. Donc voilà encore un exemple d'une intelligence artificielle comme outil au service de l'humain. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la main à Damien de la société Transarc qui va nous présenter un peu des projets qu'on a fait ensemble. Damien ? Oui, merci Lucas. Bonjour à tous. Vas-y, je te laisse. Nous sommes clients Néovision depuis 4 ans maintenant. Et nous sommes en train de finaliser le développement du 3e programme d'IA. Les 3 programmes, le premier, donc je suis autocariste, je fais du transport scolaire tout au long de l'année avec une flotte de presque 700 autocars. Et on a démarré le premier projet par de l'optimisation de kilométrage à vide sur les circuits scolaires. Voilà, le kilométrage à vide, ça représente environ 120% du kilométrage en charge, c'est-à-dire avec les passagers à l'intérieur du car. Et donc, 1 kilomètre roulé, il coûte le même prix en charge ou à vide. Donc, j'ai appelé Lucas, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. À l'époque, il n'était pas trop binaire et tout. Et on a discuté du projet. Mise en place environ 6 mois pour le sortir, 6-8 mois. Et on parlait tout à l'heure, enfin Lucas présentait tout à l'heure le ROI, moi il a été instantané. Et aujourd'hui le programme continue de fonctionner 4 ans après. Voilà. Alors
ce qu'il faut démystifier un petit peu, c'est le coût de l'intelligence artificielle, hein, le coût des programmes. Et moi, quand j'ai démarré avec Lucas, j'avais peur qu'il me sorte un devis à 7 chiffres. Et en fait, non, c'est même pas dédié à 6 chiffres chez Novision. Donc ça reste des devis, enfin des coûts de développement qui sont abordables pour une grosse PME, une ETI, on va dire classique. Donc ça c'est vraiment un point parce que moi je pensais vraiment que ça coûtait plusieurs millions d'euros de développer de l'intelligence artificielle et c'est pas le cas. Le deuxième problème que j'avais identifié, c'était comme je vais optimiser mes kilométrages à vide, 1 kilomètre en moins à rouler, ça veut dire un peu de temps en moins à donner à mon conducteur. Donc nous, on est parti du principe qu'on n'allait pas baisser le salaire des conducteurs, on allait supprimer du temps de travail, on va dire, inutile, puisqu'il faisait moins de kilométrage à vide, et on a transformé ces heures en d'autres... on a converti ces heures en d'autres types de travail que sont les sorties à la piscine ou au cinéma pour les gamins qui vont à l'école. Donc ils n'ont pas eu de perte de salaire. Donc j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Lucas, c'est-à-dire on ne prend pas sur... on n'est pas là pour... Enfin, l'intelligence artificielle, c'est pas là pour détruire de l'emploi, détruire des heures de travail. En fait, ça améliore juste la productivité de votre entreprise. Et quand vous êtes plus productif, vous gagnez plus de contrats, plus de marchés. Et quand vous gagnez plus de contrats, plus de marchés, vous donnez plus de boulot à vos gars. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était le premier programme. Le deuxième programme, c'était un logiciel de comptage, d'optimisation de taille d'écart, qui était... en fait, moi, j'utilise des grands quarts, des quarts moyens, des petits quarts. Or, mettre un grand quart quand vous avez 15 gamins dans le véhicule, c'est un peu stupide. L'investissement n'a rien à voir entre un petit quart et un grand quart. Donc, ce qu'a fait Novision, c'est un logiciel qui, via un algorithme, nous a permis de rationaliser tout ça et de mettre des petits quarts là où on a besoin de petits quarts et des grands quarts là où on a besoin de grands quarts. Ça paraît simple, mais c'est assez très complexe. Et le troisième logiciel qui est en cours de développement, un logiciel beaucoup plus, on va dire, classique en intelligence artificielle, c'est qu'on a installé des caméras dans les véhicules et en ce moment, on est en train de compter le nombre de passagers dans chaque car. Donc, meilleurs les comptages seront, mieux on pourra faire travailler notre deuxième algorithme d'optimisation de la taille des cars. Voilà. Donc c'est un process continu. En fait, c'est pas un problème. L'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est plutôt, je pense, on doit être capable d'avoir les yeux grands ouverts et de comprendre bien nos process, nos métiers, et puis derrière, les choses viennent au fur et à mesure. Il ne faut pas hésiter à en parler à son prestataire, son partenaire. Pour nous, c'est Novision. On leur dit, tiens, j'ai cette idée-là, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Ils étudient pas. Nous, il y a des choses qui nous ont dit, non, on ne sait pas faire. D'autres choses, on a dit, tiens, on va étudier, on a payé un petit bout, et puis derrière, on a dit, non, mais ça marchera pas, on voit pas l'utilité de ça, finalement, ça passera pas. Donc, voilà, mais c'est plutôt sain comme relation de travail. Bon, nous, on est enchantés, je sais pas si je suis... mais Lucas et toute son équipe, ils nous ont solutionné pas mal de problèmes. Yes, merci Damien pour ce témoignage. Moi, je voulais rajouter qu'effectivement, je me souviendrai toujours que tu étais venu nous rencontrer à Grenoble. Tu étais venu nous voir. Pas beaucoup de chefs d'entreprise qui se déplacent pour nous rencontrer la première fois, et tu m'as tout de suite marqué parce que tu as une démarche d'innovation en fait, et tu te projettes dans l'utilisation de ces nouvelles technologies pour optimiser et résoudre des problèmes que tu as à un moment donné. Et en fait, c'est dans l'échange et dans le brainstorming, en discutant ensemble, qu'on arrive finalement à des solutions qui sont finalement encore meilleures, parce que toi, tu as des idées bien claires sur ton métier, sur quels sont les problèmes à résoudre. Nous, effectivement,
on apporte des idées également et des solutions techniques qui sont matures et qui sont faisables. Et en fait, c'est ensemble qu'on arrive à solutionner les problèmes et même à trouver des nouvelles approches. Et en fait, les différents projets dont tu as parlé, ils se combinent très bien parce que le premier optimise les kilomètres à vide, le deuxième affecte les bonnes ressources, les bons quarts aux bonnes tournées, mais tient compte du premier projet en fonction des optimisations. Et donc le deuxième projet n'aurait pas été possible sans le premier. Et le dernier projet de comptage, il vient optimiser les statistiques pour le deuxième. Donc en fait, c'est vraiment des projets qui s'enchaînent bien, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque projet prépare le suivant et fait en sorte que les données qui sont générées, les outils qui sont générés soient de plus en plus puissants. En fait. Oui. Tout l'enjeu est d'avoir des données propres à la base. C'est ça. Celui qui n'a pas la donnée et la data en amont, c'est compliqué de faire de l'intelligence. C'est vraiment ça la partie difficile. Après, on vous laisse la main. Mais nous, en interne, la difficulté, c'est au départ de bien organiser sa data. Donc voilà, avec Transarc, on discute pas mal avec son DSI pour exporter les données, pour avoir des données propres. Parfois, on travaille avec certains de ses collaborateurs pour les annoter, pour les comprendre, avoir la connaissance métier finalement des données, parce que nous, on l'a pas. Et une fois qu'on a les données propres, qu'on a tous compris ce qu'elles voulaient dire et qu'elles sont en bonne quantité, en bonne qualité, là, on peut mettre en place les outils qui vont apprendre sur les données, optimiser les process. Donc sur la partie données, c'est un travail en collaboration en fait. On ne peut pas juste nous balancer toutes les données du système de l'ERP par exemple et nous dire on va débrouiller avec ça, c'est pas possible. On doit travailler ensemble sur ces données, les qualifier ensemble. Bon, ben voilà, merci beaucoup Damien pour le témoignage. Merci à toi. Merci. Puis donc voilà, si vous avez des dernières questions, on a un petit peu dépassé, il est midi 7 minutes de plus. Ça me ferait un plaisir de répondre à vos dernières questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie ou sur le témoignage de Damien? Moi, c'est pas une question, mais juste une remarque très intéressante. Enfin, je trouve que le témoignage de Monsieur Rameau est instructif pour comprendre comment on vient à vous, expert de l'IA. Et surtout, une question que j'avais envie de poser, mais il y a répondu, c'est que quand une entreprise fait appel à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pour l'ensemble de toutes ses fonctions ou est-ce que c'est par projet? Et là, on voit que un projet en appelle un autre et que peut-être que sur des Monsieur Rameau, peut-être que demain pourrait vous faire intervenir sur des fonctions support. Enfin, voilà. À ce titre-là, voilà, c'est la première fois que j'entends ce type de témoignage et je l'ai trouvé très intéressant. En fait, avec Damien, on se voit et quand on se voit, on brainstorm beaucoup, on a beaucoup d'idées et ça génère beaucoup de choses assez transverses dans l'entreprise. Avec d'autres clients, on a des clients qui viennent nous voir avec un projet bien précis, bien identifié, avec un cahier des charges, avec des données, et ils font appel à nous pour résoudre la problématique technique. Ça, c'est quand ils sont très avancés. Et on a des clients qui vont être un peu moins matures et qui vont plutôt être dans la prospective et avec qui on va cibler un peu les domaines qui leur semblent a priori intéressants, donc pour lesquels ils ont des données. On ne va pas travailler sur les projets où on n'a pas de données. Et à partir de ça, on va pouvoir, de manière assez transverse, proposer des innovations dans plusieurs branches en fait. Mais quand je dis branche, c'est plusieurs métiers quoi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours les personnes du métier en face qui connaissent bien leurs données, qui connaissent bien leurs problématiques. Si on est juste avec des personnes qui ont une vision non métier et non donnée, à un moment on va manquer en fait de substance pour pouvoir faire des propositions opérationnelles et concrètes en fait. Donc c'est important d'avoir le chef d'entreprise ou le chef de projet qui a la vision un peu ou le responsable qui a la vision un peu stratégique. Mais c'est important d'avoir le responsable, enfin la personne qui connaît bien les données, qui connaît bien son métier, pour nous dire là cette tâche-là elle est robotisante, alignante, on peut l'automatiser. Les données associées c'est celle-ci, moi je peux les annoter de telle et telle manière pour montrer quelle est ma tâche finalement. Et une fois qu'on a ça, là on peut développer et mettre en place des solutions opérationnelles. Donc ça nous est arrivé parfois de faire des propositions assez transverses sur plusieurs métiers différents. Mais à chaque fois, on doit avoir
la donnée en face, quoi. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés parce que c'était intéressant jusqu'au bout, malgré l'heure qui tourne. Est-ce que certains ont encore des questions à poser? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, j'ajoute qu'à 14h, il y a un questionnaire d'évaluation qui va vous être envoyé par mail. Et voilà, Lucas, Mathieu et moi, on vous remercie d'avance de bien vouloir y répondre. C'est autant de, j'allais dire de données, non, mais de matière que nous pourrons utiliser pour la suite, pour l'entreprise de Vision et puis aussi pour les webinaires qu'on organise avec Néovision. Si vous souhaitez des mises en contact avec Lucas, notamment, vous pouvez nous en faire part. Hein. Lucas, je crois que tu es à la disposition des participants pour, Avec plaisir, ouais. voilà, pour écouter leurs besoins, leurs demandes. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment, même si on l'a entendu, même si votre besoin n'est pas très mature, en tout cas, c'est le moment de poser des questions et vous pourrez le faire au travers aussi de ce questionnaire de satisfaction. Juste pour vous mettre en appétit pour celui du 1er juin sur l'environnement et l'énergie, on va, de la même façon, tu peux nous en dire 2 mots, Lucas, ou c'est trop tôt? Je vais donner la main à Mathieu. À Mathieu? Tu veux dire 2 mots dessus, Mathieu? Merci à ceux qui nous quittent de leur participation. Ouais, donc pour le prochain webinar, on se concentrera donc sur 2 marchés, donc l'environnement et l'énergie, et on ira voir en profondeur comment l'IA peut faire bénéficier de ses performances ces marchés-là, donc avec un petit peu le même format que ce qu'on a pu voir, des avancées, également des cas concrets clients, et on espère également avoir le témoignage d'un partenaire qui nous expliquera ce que l'intelligence artificielle a pu apporter à son activité et comment ça l'aide à améliorer l'impact environnemental de l'humain. Ça fait un peu le lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on voit que l'IA et l'humain, c'est un duo gagnant. On voit aussi que l'humain, on a du mal seul à limiter notre impact environnemental, et l'IA, elle peut quand même nous filer un sacré coup de main pour le limiter. Donc on vous donne tous rendez-vous le 1er juin. On espère que vous serez au moins aussi nombreux pour ce sujet qui relève d'un enjeu majeur aujourd'hui. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions, tous vos questionnements pour qu'on puisse vraiment cibler le contenu qu'on vous apporte. Le but, c'est vraiment de satisfaire vos attentes. Donc voilà. Ouais, merci Mathieu. Alors c'est vrai que sur les besoins, on est tous concernés par ce sujet-là, hein, donc ça vous en avez bien conscience. Et je fais une petite parenthèse, avec Cobis, là, on crée un nouveau groupe de travail sur les questions environnementales en industrie. Et c'est vrai que vraiment, je vais les associer, on se rencontre le 23 mars, et je vais les mobiliser pour qu'en amont, éventuellement, on réfléchisse à des questions, peut-être qui se sont encore jamais posées d'ailleurs, hein, sur l'intelligence artificielle, et qu'on pourrait vous soumettre avant le webinar. Et donc j'invite tous les gens présents aujourd'hui, si vous avez aussi des questions sur ces sujets, parce que c'est très transverse, évidemment ça ne concerne pas que l'industrie, n'hésitez pas. Voilà. Bon, merci Isabelle, merci la CCI d'avoir organisé ce webinaire, et merci à tous d'être venus. Et un grand merci à Lucas et Mathieu pour l'organisation. Et puis, voilà, ce qu'on apprécie vraiment, nous, c'est le côté très pédagogique de votre présentation, puisque même moi, je comprends. Donc, je me dis que c'est parfait. Et c'est très clair avec les exemples. Non, voilà, c'est une boutade, mais c'est vrai que les exemples illustrent bien. Donc, merci encore à vous. Merci à tous les participants. Nous vous souhaitons un bon appétit. Et puis à bientôt au travers de vos réponses par le questionnaire d'évaluation. Et encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des mises en relation, Néovision, ils sont là pour ça. Gilles étant. Merci Gilles. Merci Gilles. Pour cette explosion de joie. Merci à tous, à bientôt. À très bientôt, merci à bientôt, merci. Ah ben voilà, super, on est très contents. C'est vrai qu'une fois qu'on a appris à faire ça, en fait, c'est carrément génial.